Nous naviguons à présent en océan Indien, le long des côtes ouest australiennes. Aux centrales opérations, en parcourant les cartes de marine, je découvre bon nombre de noms français attribués à des caps, des baies et d'autres points remarquables du rivage. Nul doute que nos navigateurs et géographes ont pris une part active à l'établissement de la cartographie de cette partie du monde. Après 5 jours de navigation et un réveillon de premier de l'an passé sobrement entre ciel et mer, nous amarrons notre bateau à Fremantle, l'avant-port de Perth, en Australie. Il est alors 8 heures, fuseau horaire golfe, ce 3 janvier 1972. Nous sommes au cœur d'une grande ville moderne, capitale du territoire de l'Ouest, région aride où l'on trouve divers minerais et aussi une pierre semi-précieuse, l'opale. Comme à chaque escale, je consacre une première sortie à la découverte des lieux. À Perth, nous marchons longtemps, nous attardant d'abord autour d'habitations résidentielles construites en briques rouges, dans un style très anglais. Tout proche, la petite cathédrale Saint-Georges, flanquée d'une tour carrée et crénelée, s'élève au milieu d'un parterre de verdure. Ensuite, notre balade s'oriente vers des quartiers modernes plus animés, où je fais l'acquisition de quelques cartes postales et de timbres, la routine en somme. Je remarque alors dans les vitrines de divers commerces des articles de bijouterie et des objets décoratifs façonnés autour de l'opale. Dans la plupart des cas, ce sont des éclats de petite taille qui sont utilisés, mais il est également possible de trouver de véritables bijoux à des prix qui, selon les copains, sont très intéressants. Des heures et des kilomètres plus tard, après une courte soirée passée en ville, je retrouve avec bonheur la Bannette. Un nouveau jour se lève et j'ai renoncé à l'excursion organisée pour nous aujourd'hui. Elle ne me semblait pas spécialement attractive, alors j'attends de connaître l'opinion des copains pour éventuellement m'inscrire à celle de demain. J'ai décidé de continuer ma quête de souvenirs et de cadeaux, ce qui, dans cette vaste agglomération, me prendra bien une journée. En soirée, je rentre les bras chargés de paquets et il ne me reste que peu de devises en poche. Dans mes valises, il y a maintenant une estampe, un demi-koala monté en estampe, sur fond orangé, et un autre entier, lui, en peau véritable, paraît-il, si doux au toucher qu'il fera bien le bonheur d'un enfant. J'ai aussi de nouvelles cartes postales, dont 2 de Skippy et de Sony, les héros de la célèbre série télévisée, et puis il m'en fallait bien une du cygne noir, l'oiseau emblème de cette région d'où il est originaire. Après bien des hésitations, je me suis laissé tenter par 2 paires de boutons de manchette, un pendentif et quelques babioles ornées d'éclats plus ou moins beaux de la pierre du pays. Faute de trouver dans les boutiques une opale digne de ce nom, et surtout pour limiter les risques d'arnaque, j'ai fait appel à un bijoutier qui, ne disposant pas de pierre seule, m'a vendu une opale de feu sertie sur une bague en or. C'est une belle pièce au reflet irisé, accentuée par la présence d'un fond noir sur lequel repose la pierre semi-précieuse. Je me demande à présent ce que je vais en faire, car son prix est trop élevé pour un simple cadeau. Comme je n'ai plus aucun dollar en poche, je me contenterai demain d'une dernière sortie à Perth, à la recherche, entre autres occupations, de ce kangourou incroyablement discipliné que, d'après le quartier maître, ce dernier, le kangourou, circule seul en ville, sur les trottoirs, et s'arrête même au feu rouge. Comme tout le monde, quoi. Le 8 janvier 1972 à 12 heures, heure locale, le Doudard de l'Agré reprend sa route. Avec lui, nous allons contourner l'île-continent par le sud, pour retrouver le Pacifique après une autre escale australienne. Notre carte marine mentionne ici aussi des noms français attribués à divers points de la côte. Nous la suivons un moment avant de mettre le cap à l'ouest-sud-ouest au travers de la grande baie australienne. En pleine mer, le temps est mitigé. Plafond bas, grisaille, fraîcheur, peu de grains et vent faible. Une houle bien établie à partir de l'est-sud-est nous rattrape à grande vitesse, faisant apparaître des montagnes d'eau sur notre arrière tribord.
Dans les creux, on observe des crêtes de vagues très au-dessus de la plage arrière, sous un angle de 15 à 20 degrés. La distance entre chaque sommet est inhabituellement longue, mais l'ondulation est si rapide que notre bateau est ensuite vigoureusement soulevé de 5 à 7 mètres. Une évaluation peut être même optimiste, si j'en crois mon estomac, qui supporte à grand-peine ce tangage. Le matin du 13 janvier 1972, alors que nous passons le Cap Sud, le mouvement est encore amplifié. Les masses liquides qui nous rattrapent sont impressionnantes, aussi je ne me lasse pas d'observer ce spectacle depuis l'arrière du bâtiment. C'est un bonheur plus grand de trouver, dès 8 heures, le calme d'un poste d'amarrage à Hobart, grand port Tasman, sur cette île très particulière située à l'extrême sud de l'Australie. Hobart s'étend au pied d'un massif montagneux, le mont Wellington, de part et d'autre de l'embouchure de la rivière Derwent, qu'enjambe un long pont routier. L'île montagneuse est couverte de forêts, elle recèle bien des trésors, minéraux divers, flore particulière et faune endémique, comme le très connu diable de Tasmanie. Le climat plutôt tempéré favorise une agriculture européenne. Les premiers colons ont introduit ici, entre autres choses, des pommiers. Les descendants de ces arbres fruitiers produisent maintenant des variétés spécifiques exportées dans le monde entier. Si la ville est un peu triste en fin de semaine, elle reste globalement agréable. Ici aussi, j'ai bien usé mes semelles en parcourant les rues de la cité, côté rive droite, et puis aussi les allées du jardin botanique, intéressant même pour un non-initié. Le 17 janvier 1972, il est 8 heures, nous appareillons vers le nord-est, le temps n'est pas très beau, et nous attendons une forte houle sur notre travers bâbord. Heureusement, au début de notre remontée, nous naviguons sous le vent de la côte qui finalement nous protège. Au large de Sydney se déroulent divers exercices impliquant la marine australienne et notre navire-école, la Jeanne d'Arc, qui, avec sa conserve, effectuent leur croisière annuelle de l'école d'application au profit de nos futurs officiers de la marine nationale. Le 20 janvier, nous sommes intégrés au dispositif naval, puis vite libérés, nous modifions légèrement notre route afin d'approcher l'archipel peu peuplé des îles de Lord Howe. C'est la pyramide de Bols qui motive ce détour. Nous découvrons ainsi, sous un ciel bas et gris, un pic rocheux, désertique, inaccessible, aussi abrupt que nos aiguilles alpines. Il émerge au beau milieu de l'océan, à plus de 650 km des côtes australiennes, approximativement à la latitude de Sydney. Une curiosité géologique que bien peu de personnes ont eu l'opportunité de contempler. Le même jour, nous reprenons notre route vers la Nouvelle-Calédonie. Le 22 janvier 1972, nous sommes devant Nouméa, et après la traversée du Grand Lagon qui fait face à la ville, à 8 heures, heure locale, les haussières sont passées sur le quai. Je retrouve cette charmante petite ville bien française et néanmoins empreinte d'un réel exotisme. Avec ravissement, je profite à nouveau de ces belles plages, je flâne autour de la place des Cocotiers, je mange une bonne langouste mayonnaise et je termine la soirée dans une de ces boîtes folkloriques où une population jeune et multiraciale se trémousse sur les accords percutants d'un orchestre local. L'escale déjà trop courte est amputée d'une journée de service, alors il faut aussi, et sans attendre, faire quelques emplettes pour la traversée du retour. Je tente une dernière fois, et toujours sans succès, d'acquérir des tapas dans le quartier wallisien. 24 janvier 1972, il est 15 heures. Le doudard de l'Agré appareille et fait route vers l'archipel des îles Loyauté. La côte sud de la Nouvelle-Calédonie défile lentement à bâbord, verdoyante et couronnée d'un diadème de pins colonnaires. Sur les multiples bleus du lagon, nous traçons un blanc sillage devant la baie de Prony et enfin, dans la passe de la Havana, l'ouverture vers le large. Moins de 60 nautiques nous séparent alors de Lifou, notre destination. Le 25 janvier 1972, au petit matin, nous mouillons devant Mu,
dans la baie de Vadra, au sud-est de l'île. Plus tard, nous rejoignons la baie de Santal, au nord-ouest, face à Xépéné. Lifou, la plus grande des îles Loyauté en superficie, est une île plate, constituée de falaises coralliennes peu élevées. Parfois, sur la côte, les plages de sable blanc se mêlent aux rochers calcaires. Les eaux de l'océan deviennent alors cristallines, puis jaunes, avant de retrouver le bleu. L'ensemble s'adosse à la verdure du front des cocotiers et des pins. Le centre du plateau est recouvert d'une forêt tropicale dense, sans voie d'accès, sans population ou presque. Nous sommes bien mieux accueillis ici que sur le caillou calédonien. C'est bon de retrouver ce qui fait le charme de bien des îles du Pacifique, curiosité amusée des enfants, gestes amicaux des adultes et conversations établies malgré des difficultés de langage. Le village qui comporte quelques cases traditionnelles est pimpant, naturellement fleuri et propre. Il y a cependant pas de quoi y passer la journée, alors avec les copains nous essayons de trouver sur le littoral l'une de ces nombreuses grottes qui nous ont été signalées. Nous rentrons en soirée n'ayant découvert que quelques cavités peu profondes et sans intérêt. Le 3 février 1972, notre Doudard de Lagrée, libéré de ses entraves, navigue vers le nord de l'île avant de mettre le cap à l'est sur Tahiti. Le 6 février 1972, au large de l'archipel des Tonga, nous franchissons la ligne de changement de date proche du 180e méridien. Une remise à l'heure des pendules ne s'impose pas, mais nous vivons un second 6 février 1972, de telle sorte que maintenant, nous sommes à 4 jours réels de notre destination. 10 février 1972. Tout au long de mon quart de nuit au central opération, des échos renvoyés par la Terre émergent en surbrillance de l'écran radar. Premiers échos sur les sommets des îles sous le vent, puis enfin sur celles du vent, avec Moorea et Tahiti. En matinée, nous franchissons les passes du port de Papeete et nous rejoignons notre poste d'amarrage. Pour notre bateau, une longue période d'indisponibilité pour entretien et réparation, une hyper, est programmée avec à l'issue une campagne d'expérimentation nucléaire. Mais tout cela, c'est pour demain. Aujourd'hui, seul compte la joie de retrouver ma ville, mes habitudes, mes repères, et de partir en piste, comme dirait Jean. C'est bien agréable d'avoir du temps devant soi. J'ai cependant tout à fait conscience qu'il ne m'est pas permis de trop en perdre. J'ai beaucoup à faire sur mon radar DRBC 31F, qui doit prendre une partie importante dans la réussite de notre future mission. Très vite, mais non sans l'aide de mon chef, j'obtiens du fourrier magasinier une sortie de matériel à titre de prêt. Habituellement, seuls les échanges standards sont autorisés. 2 magnétrons, dont un fourni par la DCN, et de nombreux tubes électroniques sont ainsi mis à ma disposition. Les magnétrons neufs sont soigneusement durcis, c'est-à-dire rodés. D'autres éléments de l'émetteur testés et jugés les meilleurs sont montés à la place des pièces plus faibles. Les performances en puissance de l'ensemble sont contrôlées des dizaines de fois, sur des durées de fonctionnement pouvant atteindre 5 heures. Pas moins de 3 réglages différents sont définis afin d'obtenir une linéarité des résultats, le premier réglage intervenant 45 minutes après le démarrage. Le récepteur fait l'objet d'autant d'attention, mais 2 meilleurs clistrons réflexes sont testés, l'un d'eux est installé, et surtout j'ai équipé toute la rampe moyenne fréquence de nouveaux tubes électroniques, plaçant en tête les meilleurs d'entre eux. Là aussi, les résultats observés dans le temps sont soigneusement répertoriés, ceci afin d'obtenir, par des réglages différents, un fonctionnement optimum et constant. Les dispositifs de poursuite automatique, la VMA, sont choyés comme le reste, souvent en collaboration avec les électriciens d'armes, auxquels mon C31 fournit les premières données de calcul nécessaires à l'acquisition puis à la poursuite d'un objectif. Les châssis météo de la DCN, destinés à remplacer le moment venu les châssis artillerie
aux performances plus réduites en distance, sont installés et testés plusieurs fois. Sachant qu'en mission les deux ensembles doivent faire l'objet de nombreuses permutations, je m'entraîne souvent à cet exercice. Le lieutenant me concède pour cela beaucoup moins de temps que celui évalué par mes collègues embarqués sur les autres avisos. Au bout du compte, il me faut de 7 à 10 minutes, réglage compris, pour venir à bout de ce travail. Mes efforts sont payants. Tout fonctionne à merveille, quotidiennement, y compris les deux têtes à chef, les deux têtes haute fréquence, celle qui est en place dans le télépointeur de 100 mm et celle de réserve. La dernière inconnue concerne le comportement en mer, là où le matériel est davantage sollicité. Un séjour à quai est synonyme de vie normale. Hormis les tours de service auxquels nous sommes régulièrement astreints, nous n'avons pas de quart de nuit à assurer. Passer alors 8 heures en continu à la bannette est non seulement une bénédiction, mais aussi un bon moyen de retaper un homme. Après une journée de travail, nous avons aussi suffisamment de temps à consacrer aux indispensables travaux personnels et aux loisirs. Souvent je sors avec les copains l'après-midi après 16 heures, à la plage ou en ville. Nous passons aussi quelques bons week-ends au centre de repos de Mataya, au sud-ouest de l'île. L'endroit est toujours aussi plaisant et propice au repos. De plus, le gîte et le couvert y sont gratuits pour les personnels affectés en Polynésie. L'indisponibilité de notre bateau prend fin dans la dernière quinzaine d'avril de cette année 1972. Sa coque est maintenant nettoyée, ses gaillacs sont changés, sa peinture est rénovée, son équipage est reposé et prêt à l'emploi. Nous avons effectué quelques essais et repris l'entraînement. Le doudard de l'agré se voit confier plusieurs missions, dont une sur un poste d'observation météo très souvent fréquenté lors de ma précédente campagne. Ici, nous relevons la direction des vents en altitude et notons certains paramètres atmosphériques envoyés par les radiosondes des ballons que nous lâchons à intervalles réguliers. Nous guettons en fait le changement saisonnier qui établit pour quelques mois des courants aériens d'ouest en est, au-delà d'une altitude de 9000 mètres. Ce renversement d'orientation, quand il est bien établi, autorise le début des expérimentations nucléaires, car alors les retombées radioactives potentielles engendrées par les tirs sont évacuées vers des zones maritimes inhabitées. Ce travail m'est familier, encore que, comme second maître, mon rôle est un peu différent. Plus de pointage du ballon sur calque de la table traçante, éventuellement je supervise, j'assure aussi la veille radar air et d'autres menues tâches. En dehors de mes fonctions ou centrales opérations, je participe à tous les exercices des artilleurs. Avant chaque tir des canons de 100 mm, il me faut adapter mon radar C-31 en remplaçant les châssis modifiés pour les sondages aérologiques par leurs équivalents prévus d'origine pour l'artillerie. L'opération inverse est pratiquée dès la fin de l'exercice. 3 autres missions, cette fois de surveillance maritime, sur Mar, nous font œuvrer dans les abords immédiats de l'atoll de Mururoa. Dans ces eaux navigue un voilier armé par l'organisation Greenpeace qui espère, par sa simple présence, contrarier le déroulement des prochaines expérimentations. Nous suivons en permanence ces évolutions, dissimulées derrière son horizon visuel, et de nuit nous nous déplaçons tout feu de navigation éteint. Le Vega, c'est son nom, rebaptisé pour la circonstance Greenpeace 3, pénètre régulièrement dans nos eaux territoriales, là où nous sommes autorisés à la raisonner. Il en ressort toujours à temps, même quand nous tentons de le rejoindre à vitesse ou puissance maximum permise. Pourtant, semble-t-il, le voilier ne dispose d'aucun moyen autre que visuel pour nous repérer. Son skipper, David McTaggart, ignore donc notre présence, du moins c'est ce qu'il ressort de ses échanges radio avec ses employeurs à terre. Alors, qu'en est-il? Intoxication? Chance? Calcul établi sur des suppositions? En 3 surveillances maritimes, en 3 sur Mar,
Nous ne parvenons pas à coincer ce navigateur qui, même s'il est notre bête noire, a droit à notre admiration. Finalement, juste avant la première explosion de cette année 1972, il se produit un incident, une collision entre un bâtiment de la Marine nationale et le voilier Vega. Ce dernier, légèrement endommagé, est réparé sur place puis escorté jusqu'aux îles Cook. Il se dit ensuite que cela ne serait, et ça je ne saurais l'affirmer, que l'accident n'en était pas un. Qu'importe, car sur le voilier qu'ils étaient inquiets, ils avaient observé sur l'atoll l'ascension du ballon captif, porteur de la charge explosive. Si, comme vraisemblablement ils le supposaient, leur présence avait échappé à toute surveillance, ils avaient alors de bonnes raisons de se sentir en danger. L'incident finalement a arrangé tout le monde. C'est sous la contrainte, certes, mais aussi avec soulagement, que les contestataires se sont retirés. Et puis le skipper, il pouvait être satisfait d'avoir mené aussi loin que possible son action. Quant à nous, eh bien, le champ de tir avait été dégagé. Dans cette période d'intense activité, allant du 20 avril au 13 juin 1972, le Doudard de Lagrée effectue 4 courtes escales techniques, 3 à Mururoa et 1 à Papeete. Depuis Mururoa, le 14 juin au matin, nous reprenons la mer afin de rallier notre poste de piquet météo situé par 21 degrés sud et 130 degrés ouest. La campagne d'expérimentation 1972 vient de débuter. Je suis alors détaché en permanence auprès du service artillerie. Nos matériels complémentaires et leurs servants sont des éléments essentiels à la réussite de cette mission si particulière qui nous attend. Pour autant, cette exonération de quart aux centrales opérations ne signifie pas pour moi un allègement de travail. L'enseigne de vaisseau Schaeffer Helmut, dont je dépends à présent, me signifie mes futures conditions d'emploi, les règles qu'il entend me voir appliquer, quelle que soit la fréquence des lâchers de ballon, à savoir: le démarrage du radar de poursuite doit se faire 30 minutes avant chaque sondage, et c'est à moi seul qu'incombe cette tâche. J'assiste ensuite à tous les sondages, jusqu'à une altitude minimum de 11 000 mètres. Le sondage étant alors considéré comme exploitable, je suis autorisé à m'absenter. Je dois être disponible à tout moment pour dépanner et réparer le matériel. Je participe aussi aux exercices divers du service artillerie. Très vite, ma présence au PC de 100 mm est fermement souhaitée jusqu'à la perte du ballon. En effet, il a été instauré au sein de la division des aviso-escorteurs une sorte de compétition. C'est à celui qui tiendra sa cible le plus longtemps, à celui qui ira le plus loin. Alors, pour pallier le manque d'adresse ou d'enthousiasme de certains opérateurs, j'assure pour eux, à leur place, la poursuite du but à l'IAT, c'est-à-dire à l'indicateur panoramique de télémétrie. Du coup, je suis fréquemment retenu 3 heures et plus au lieu de l'heure 30 initialement exigée. Si, à 2 sondages par jour, la charge de travail est supportable, en passant à 4 puis à 6, la tâche devient humainement difficile. Elle est rude aussi pour le radar qui ne connaît que de rares arrêts. Le matériel fatigue, les réglages dérivent avec la chaleur. Ils imposent de nombreux et acrobatiques réajustements en cours d'exploitation. La nuit, à ce rythme, je ne retrouve ma couchette que 30 minutes après 23 heures le soir, et 60 autres minutes passées les 3 heures du matin, et encore grâce à Petit Louis qui, à l'insu du chef, relance à ma place le radar, il me fait ainsi gagner une demi-heure de sommeil. Les repas sont pris debout, à l'office, plutôt qu'en salle, car le service y est trop long en la circonstance. Comme la météo ne nous est pas favorable, nous connaissons de nombreux reports de la première explosion programmée et par conséquent autant de journées de J-1 à effectuer 6 sondages par 24 heures, 6 et plus si ratage il y a. Le dimanche 26 juin au matin,
soit une bonne dizaine de jours après notre prise de poste, nous sommes informés de la réalisation du premier des tirs de cette campagne 1972. Le répit est de courte durée car un second tir doit intervenir très vite. De fait, après du J-3 et un seul report de J-1, la deuxième expérimentation a lieu le jeudi 29 juin. Ensuite, après un dernier sondage effectué à poste et un premier contrôle d'une éventuelle radioactivité que pourrait avoir véhiculé le nuage qui chemine au-dessus de nos têtes, nous faisons route vers l'ouest. Nous passons la matinée du 30 juin dans le lagon de Mururoa, puis le bateau met le cap toujours au couchant, cette fois vers Tahiti. Nous séjournons du 2 au 11 juillet 1972 à Papeete, juste de quoi assurer un entretien essentiel sur le matériel si durement éprouvé ces derniers temps. Je ne vais que très peu en ville, quelques courses à y faire, une flânerie sur les quais, un bon repas en soirée, attablé et servi, cette fois. Enfin, le plus tôt possible, je plonge avec délice dans ma bannette, dans ma couchette, pour y rester plus qu'une heure d'affilée. Le bateau est de nouveau en mesure de continuer sa mission, mais auparavant, une sortie en mer avec escale est prévue. Une escale de détente avec un double objectif, le repos de l'équipage et l'éloignement des fêtes du juillet à Papeete, trop souvent génératrices d'incidents, d'agressions et de bagarres opposant polynésiens et militaires en affectation. Huaïné, où nous arrivons le 12 juillet 1972, est une île de l'archipel de la Société, attachée à la subdivision des îles sous le vent. Une terre verdoyante, moyennement montagneuse, ceinte d'une barrière de corail, et ce jour où nous mouillons devant Faré, elle est coiffée d'un beau ciel bleu où passent de gros nuages blanchis par les rayons du soleil. La surface de la petite baie qui nous abrite se pare des couleurs de la végétation du rivage. L'eau claire, portant la seule tache grise de ce décor de rêve, c'est-à-dire notre bateau, est une invitation à la baignade. Une goélette tahitienne décharge son fret sur le minuscule quai du village. Bidons, ballots et caisses sont aussitôt entassés sur des trucks qui, j'imagine, acheminent tout ce ravitaillement aux quatre coins de l'île. Sitôt la fin du poste de manœuvre, nous installons les tentes ainsi que les drailles, ces câbles d'acier qui, de la proue à la poupe, en passant par le sommet du mât, supporteront le jour de la fête nationale l'alignement multicolore et ordonné des pavillons du Grand Pavois. La chose étant réalisée, l'équipage qui n'assure aucune garde, aucun service à bord, est alors autorisé à quitter le navire. Short, chemisette, sandales et serviettes éponges sur l'épaule, nous voilà lancés à la recherche d'une plage et accessoirement d'un bistrot, s'il s'en trouve un sur notre route. Une première journée paisible à faire trempette, à brunir sur le sable, à explorer ce petit paradis. Cette journée s'achève, alors, devant un repas local et quelques inanos plus ou moins fraîches. Le matin du 14 juillet, à 8 heures précises, les couleurs sont envoyées, en même temps que le Grand Pavois, devant l'équipage au garde-à-vous sur la plage arrière du Doudard de l'Agré. À terre, embordé pour la journée, j'observe une activité grandissante aux abords du quai. Des trucks bondés déversent pêle-mêle, danseurs costumés, musiciens, chanteurs déjà à l'ouvrage, marmots braillards, hommes et femmes endimanchés de tous âges. Des Vespas et des vélos apportent eux aussi leur modeste lot de fêtards. Aujourd'hui, entre autres activités, est organisé sous la halle du quai un concours de danse folklorique ouvert au groupe des villages insulaires. Mais rien ne saurait commencer avant le traditionnel défilé qui, en ce paradis au bout du monde, puise dans ses racines océaniennes plus que dans la tradition importée par les Fradi. En ce moment même, dans cette rue au revêtement de corail tassé, entre les maisons aux murs de planches et aux toits entolés, le cortège se taille un chemin parmi les badauds, précédés par des enfants qui courent. Ils prennent de l'avance et se replacent sur le parcours
de manière à assister encore et encore à l'événement. Le défilé est ouvert par un groupe folklorique mixte dont les membres déambulent en chantant, joliment vêtus de mourets en fibres claires et coiffés de couronnes décorées. L'homme de tête porte nonchalamment sur une épaule la hampe d'un drapeau tricolore déployé. Point de fanfare ici, chants, ukulélé, guitares et percussions diverses donnent un pas sans cadence aux pieds rarement chaussés de ce mille-pattes en fête. Quelque part, au sein du cortège, les uniformes d'une poignée de marins du Loudard de l'Agrée semblent complètement décalés dans cet environnement. Quand enfin la foule converge vers le quai, le concours peut débuter. Alors se succèdent sous la halle les joyeux et exubérants danseurs des villages voisins, entraînés par des chants polyphoniques et la musique percutante que diffusent de rustiques instruments. Chaque ensemble se présente dans le costume qu'il a imaginé puis confectionné. Mouret à la taille décorée de porcelaine et de pompons colorés, robe longue aux motifs divers, imprimés, parés au chamarré, colliers et couronnes de fleurs fraîches ou tressés en fibres de végétaux. Le spectacle de ce juillet à Wainé n'atteint pas en prestige celui de Papeete, il le surclasse en chaleur, en bonhomie, en sympathie. Dans cette foule, nous sommes acceptés donc en sécurité, à l'abri des mauvais coups et des vols. Il n'est pas plus difficile ici de lier conversation que de prendre des photos. À la fin de cette journée, la satisfaction est totale, mais la fatigue et le bruit m'incitent à rentrer à bord à l'heure du souper. Le 16 juillet 1972 à 15 heures, nous quittons non sans regret ce petit Éden polynésien. Nous mettons le cap sur l'enfer atomique, là-bas, à l'est. Il reste à réaliser les 2 dernières expérimentations nucléaires de cette demi-campagne 1972. Plus de 2 jours nous séparent de Mururoa, un délai où exercice et mise en condition se succèdent sur une mer bleue mais formée. Le 18 juillet 1972, pour la énième fois, nous séjournons dans le lagon de Mururoa. Le 19 juillet, nous doublons les passes de l'atoll, puis faisons route vers l'est, vers notre poste d'observation. Sur place, la météo n'est pas bonne. Ça bouge un peu et les vents en altitude sont capricieux. Le rythme des sondages aérologiques est moyen, par conséquent, la charge de travail autorise quelques exercices de tir de 100 mm, et dans un autre registre, nous avons le temps de poursuivre les ballons jusqu'à leur perte. Nous cherchons toujours à améliorer nos records de distance pour nous placer au mieux dans la compétition qui s'est instaurée entre les avisos. Dans cet exercice, le radar et les calculateurs du PC de 100 mm ont un rôle important à jouer, mais souvent, le coup de pouce est donné par les équipes de gonflage. Ces gens sont en place, avant tout le monde, pour sortir le matériel, éléments triangulaires de la mire tétraèdre, ballons, feux de repérage optique la nuit, sondes pour les radiosondages. Ils assurent le montage de certaines pièces dans le local télépointeur, converti, pour l'occasion, en entrepôt-atelier, puis, dehors, sur le spar-deck tout proche, c'est l'assemblage final et l'attente des ordres émanant de la passerelle, comme gonfler le ballon, larguer le ballon. Ces équipes, une par quart, fabriquent aussi, après largage, le gaz léger destiné au ballon des sondages suivants. Ce gaz s'obtient par la mise en présence d'éléments minutieusement dosés à l'intérieur d'une longue bouteille métallique solidement arrimée sur le pont. Une réaction chimique accompagnée d'un dégagement de chaleur se produit une fois le conteneur fermé. Il faut attendre un bon moment et le refroidissement pour disposer ensuite d'un maximum de gaz. Les projections de soude dues au vent sont fréquentes. Elles provoquent des brûlures, souvent au niveau du visage, qui est insuffisamment protégé. Pour réussir un sondage et accessoirement obtenir de bonnes performances, la pression de gonflage des ballons doit tenir compte de la force du vent. Pas assez gonflé par vent fort, l'ascension sera longue
et il peut être perdu, le ballon, en distance ou derrière l'horizon avant d'avoir atteint l'altitude minimum. Trop gonflé, il peut éclater prématurément, tant son volume augmente avec la réduction de la pression atmosphérique en altitude. Les chefs des équipes de gonflage tiennent ainsi compte de nombreux paramètres, établis principalement par expérience. Dans ce local autour duquel ils travaillent et qui supporte le télépointeur lourd, se trouve aussi une partie de mon radar. Alimentations diverses, dont celle de la THT, la très haute tension, éléments finaux du récepteur, détection vidéo, circuits radars spéciaux. Le reste se situe au bas du télépointeur, proche de l'antenne parabolique. Les circuits d'élaboration des données de poursuite, la VMA, ainsi que la console d'acquisition de poursuite, l'IAT, sont au PC de 100 mm avec les calculateurs artillerie. La troisième nuit suivant notre arrivée sur zone, entre 3 et 4 heures, j'escalade l'échelle extérieure qui donne accès au SPARDEC pour rejoindre le local télépointeur et lancer le radar. La mer est plutôt forte. Les embruns passent d'un bord à l'autre par-dessus les superstructures. Le vent souffle, mais je perçois des bruits et les voix de l'équipe de gonflage déjà à pied d'œuvre. Au sommet de l'échelle, c'est la stupéfaction, la consternation, la crainte, la colère. La porte du télépointeur est restée ouverte. Le radar, juste à côté de l'unique ouverture, est dégoulinant sur toute sa façade et sur son côté gauche. Sa base baigne dans une flaque d'eau salée. Aucun doute, au vu de la quantité d'eau, il a pris quelques bons embruns. Dans une moindre proportion, l'eau s'est aussi invitée à l'intérieur. Il serait absurde de démarrer le matériel dans de telles conditions. Je rencontre un petit Louis qui se charge de transmettre au lieutenant. Les réactions sont toujours rapides dès l'instant où un sondage est compromis. Schaeffer arrive, alors que j'éponge au mieux mon matériel. Je sais déjà qu'il ne tiendra aucun compte de mes recommandations. S'il est là, c'est pour évaluer non pas les dégâts, mais les chances de réussite du prochain sondage. Je dois donc, sur ses ordres, continuer l'essuyage des éléments fixes, remplacer les châssis amovibles, ce qui est déjà fait, mettre en place un gros ventilateur extérieur de type escargot pour compléter le séchage. Ensuite, avec forcément quelques retards, il me faut démarrer le C-31. Après exécution, au PC de 100 mm, sous le contrôle permanent du chef, alors que le ballon est largué, reconnu optique, puis acquis radar, puis suivi, il semble à tous que notre lieutenant ait eu raison de forcer le destin. Et moi, le nez sur le galvanomètre de la très haute tension, n'en suis pas si sûr. L'aiguille vacille de plus en plus, indiquant des chutes de tension. Il nous manque alors 5000 mètres pour valider le sondage. Nous n'y parviendrons pas, je le crains. L'aiguille décroche complètement maintenant, le temps d'une seconde, et nous perdons la cible. Je me tais, tant pis pour l'opérateur innocent qui encaisse les reproches. Ce n'est que provisoire. La tension remonte, la mire est à nouveau accrochée. Il faut coûte que coûte terminer ce travail, sinon on va nous imposer un autre essai, un nouveau largage de ballon, qui achèvera le matériel et me privera d'un temps précieux pour réparer. Les pertes se multiplient. Impossible de cacher plus longtemps la vérité. Et puis merde, arrêtons le massacre. Le sondage est malgré tout validé. Il est interrompu. Il me faut identifier maintenant au plus vite la panne. Je laisse tout sous tension, je fonce au local télépointeur, et là, face au radar, j'assiste à un véritable feu d'artifice. Dans l'alimentation très haute tension, de longues étincelles grésillantes jaillissent depuis les câbles pourtant isolés vers les structures métalliques du radar. Les gaines sont cisaillées, brûlées par les micro-éclairs bleuâtres qui gagnent toujours plus de terrain sous mes yeux. Il me faut bien 20 secondes pour envisager de porter la main vers le commutateur facial qui commande l'arrêt de la très haute tension et mettre ainsi fin au carnage.
Je pose mes pieds sur une cassette d'emballage en bois, je plaque mon blouson de mer sur le commutateur, protection dérisoire, et je tourne. Ça doit être réparable avant le prochain sondage, dit-il. Et oui, il était là. Il n'a rien perdu de la scène. Sans m'en exprimer, je ne doute pas que ce soit réparable, car il y a, me semble-t-il, une douzaine de câbles endommagés. Seulement voilà. Ici, point de câble de rechange à disposition, il me faut trouver du câble adapté pour confectionner et remplacer les éléments défectueux. Je prospecte alors un peu partout à bord, et c'est au central opération que peut-être se trouve un espoir de solution. Contre les réticences du patron détecteur, mais grâce aux démarches persuasives de Schaeffer, qui veut y croire, je récupère des câbles coaxiaux, dont l'âme, qui présente une bonne section, est entourée d'un épais isolant. Il faut seulement retirer la tresse de blindage métallique qui enferme le tout. La chose étant réalisée et les réparations menées à bien, le radar est à nouveau disponible, juste à temps pour un nouveau lâcher de ballon. Comme d'habitude, j'ai un œil en coin pour scruter le comportement de l'aiguille de la très haute tension. À mon grand désespoir, elle n'est pas fixe. Le sondage est donc interrompu juste après validation, car maintenant tout le monde connaît les conséquences d'un entêtement à poursuivre dans de telles conditions. L'équipe de gonflage en attente dehors, les gens qui arment le PC de 100 mm et les personnels de renfort appelés aux centrales opérations vont retrouver, plus tôt que prévu et avec bonheur, leur couchette. Je reste seul pour de nouvelles investigations, avec la consigne de réveiller Petit Louis si nécessaire. Seul? Non, pas vraiment. Car il est là, mon chef. Je dois dire que pour une fois sa présence me réconforte, car je suis un peu à court d'idées. Alors en premier, nous constatons des amorçages bénins au niveau de l'alimentation très haute tension. Pas assez cependant pour expliquer des perturbations nombreuses détectées par les appareils de mesure. Nous comparons ensuite, dans le temps, la survenue des arcs électriques avec l'observation des variations relevées par le galvanomètre de la très haute tension. Aucune corrélation n'apparaît, alors je suggère d'aller voir plus haut, au niveau du télépointeur, dans la tête haute fréquence qui bénéficie de l'alimentation très haute tension. Nous relevons là aussi une destruction de l'isolant des câbles et les conséquences induites, étincelles et noircissement des supports. Ce qui est rassurant, c'est que pour cet élément, THT, très haute tension, je dispose de 2 rechanges en bon état. Remplacement et essai effectués, je dépanne tant bien que mal la tête à chef malade et déjà nous préparons un nouveau lâcher de ballon. Voilà bien 22 heures que l'électronique défaillante me garde éveillé. Je n'ai mangé que 2 sandwichs sur place et bu une bière offerte par Petit Louis. Je suis crevé. Assis à même le sol derrière l'opérateur IAT, je m'endors dès les premiers instants du sondage. Kesh, oh Kesh, réveille-toi, ton radar déconne à nouveau. Petit Louis, qui me secoue avec insistance, m'explique. C'est la THT, l'aiguille est en bas. Je suis désespéré. Pourtant, résigné, je commence ce que je venais à peine de terminer, en admettant que le câble utilisé ne convient pas. Tout au plus, il nous donne un sursis. En peu de temps, mes 3 têtes HF sont fragilisées ou endommagées. Quand à la suite d'un incident, nous recommençons un sondage, il m'arrive d'en casser 2 d'affilée. Je ne connais plus ni jour ni nuit, passant mon temps à refaire les circuits défectueux ou à récupérer les mires perdues sur décrochage radar. C'est alors que, pour cause de météo défavorable, se profile une accalmie sur le plan de l'activité. Le stade contraignant de J-1, établi depuis quelques jours, est remplacé par un stade plus souple. Une opportunité pour moi
de reprendre l'initiative sur les derniers événements. C'est compter sans cette indéfectible volonté d'œuvrer tous azimuts caractérisant mon chef qui un beau matin m'annonce qu'après le sondage nous ferons un exercice de tir de 100 mm. Il me faut alors configurer en version artillerie la VMA de mon C-31, ce qui a priori ne présente pour moi qu'une formalité, tellement j'y suis habitué. C'est tout au plus une perte de temps dans mon programme de restauration du matériel. Cependant, cette manœuvre simple se termine en catastrophe, car après les tirs et la remise en place de la version météo, plus rien ne fonctionne. Au bout de longues investigations et après le remplacement en vain de certains châssis, de certaines pièces, force est de constater la multiplicité et la complexité des dégâts. Une autre évidence s'impose. 2 châssis météo, inversés, lors de leur remontage, sont à l'origine de cette situation. En tant qu'unique responsable, honteux, j'ai ce réflexe de taire l'affaire en rendant compte par téléphone à mon chef qui est de Cars-la-Passerelle. Conscient de l'énorme accumulation de pannes à traiter, anciennes et nouvelles, Chef R se fait monter des notices du C-31 à la Passerelle. Il partage entre lui et moi les domaines d'exploration et potasse les schémas à la recherche de solutions. Quand il a besoin de prendre des points de test, il me passe un coup de fil, j'exécute alors ses instructions, je sonde et lui rends compte du résultat. Nous progressons ainsi de conserve pour finalement régler l'essentiel de nos problèmes, suffisamment tôt pour réussir un autre sondage auquel il assiste, sondage à l'issue duquel il me regarde, son visage est parfaitement inexpressif quand il dit « C'est marrant, tout s'est passé comme si on avait inversé le 3e et le 4e châssis. » Glacé et résigné, je secoue affirmativement la tête et, soutenant son regard, je réponds simplement « C'est la fatigue. » Il se retire sans aucun signe apparent d'animosité, lui qui habituellement dispense plus de reproches que de compliments. La fatigue, eh oui, c'est bien ça. Elle m'enferme dans une bulle, dans un autre monde, privé de toute réflexion intelligente, de toute faculté d'analyse. Depuis 2 jours environ, nous sommes repassés au stade contraignant de J-1. Je ne dors pas plus d'1h30 en 3 fois par nuit, assis au PC de 100 mm, grâce à Petit Louis qui veille à ma place. Je me nourris sur place de casse-croûte, je me néglige totalement sur le plan de l'hygiène. Je travaille comme un automate, mais je bénéficie d'une assistance plus grande de la part du service artillerie et aussi du soutien moral de tous, qui va parfois, chose moins utile, jusqu'à la compassion. J'aimerais bien m'en tirer à bon compte, sortir de cette situation en tombant malade, par exemple. Et voilà où j'en suis, ce matin où, anxieux, je lance pour la énième fois mon C-31 depuis le local radar sous le télépointeur. Je suis ensuite sur le spar-deck quand la tête de Petit Louis émerge de l'échelle tribord qui y donne accès. Il dit « Cache, elle a pété, ça y est, la dernière a pété ce matin !» C'est énorme. C'est le bout de ma galère, ma délivrance, et qui plus est, la sortie honorable que je n'espérais plus. Petit Louis, qui est monté spécialement pour m'avertir, poursuit. Et après ce sondage, il y en aura un autre à midi, et puis on rentre. Nous sommes le 28 juillet 1972. Le dernier essai de cette campagne de tir nucléaire a donc eu lieu, sans que j'en connaisse le nom, pas plus que l'heure exacte de sa réalisation, ni sa nature, tir réel ou tir de criticité, quelle importance, nous allons rentrer. Les 2 sondages restants sont menés à bien, avec toutefois les mêmes incertitudes et les mêmes difficultés liées aux isolants défectueux. Dans l'après-midi, le bâtiment fait route à l'est, vers Tahiti. Je suis encore au PC de 100 mm, à ranger et arrimer mon matériel.
Les réparations sérieuses seront confiées à la DCAN de Papeete dès notre retour. En présence de mon chef, un détecteur vient me chercher pour prendre le car au central opération. L'officier détecteur a estimé que mon détachement auprès des artilleurs avait pris fin. Je n'ai alors pas eu un mot à prononcer. Immédiatement, Schaeffer intervient auprès de qui il faut pour m'obtenir une nuit de sommeil. Ensuite, dès 8 heures le lendemain, je me retrouve au central opération avec mon équipe, révolté mais heureux d'avoir refait surface. J'ai alors le temps de réfléchir tranquillement au bilan de cette pénible campagne. Premièrement, aucun sondage n'a été perdu, même si parfois il nous a fallu 3 lancers de ballons pour aboutir, ce qui est réputé irréalisable dans les temps impartis. Deuxièmement, conséquence sans doute des difficultés techniques rencontrées, nous détenons, semble-t-il, le record du nombre de ballons envoyés. Troisièmement, avant nos ennuis, nous avons établi un record de durée de sondage et en conséquence logique, celui de la distance atteinte dans le site par la cible. Dans des circonstances identiques, c'est un record en distance horizontale qui nous a été attribué. Cinquièmement, le record d'altitude annoncé par l'aviso amiral Scharner, soit 36 600 mètres, ce record dépasse de 300 mètres notre maximum réalisé. Le 1er août 1972, le Doudard de Lagrée franchit les passes du port de Papeete où un poste à couple nous est réservé à Faréouté. Le répit est de courte durée mais profitable. Le 3 août 1972, nous repartons en mer pour un exercice de remorquage avec un dragueur de mine type canadien, la Dunkerquoise. Il y a quelques années, Jean Corne et mon beau-frère et Alain Moulin y étaient affectés. La Dunk, comme il disait, était alors stationnaire en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Le 5 août 1972, c'est le retour à Papeete pour une période plus longue, avec l'obligation de remettre en ordre de marche mon C-31, si malmené ces dernières semaines. La DCAN prend à son compte la plupart des grosses réparations, à mon grand soulagement. Il reste à ma charge les démarches d'échange et de remplacement des pièces défectueuses, ainsi que la restitution des châssis météo. Je n'ai même pas à effectuer une maintenance préventive, puisque une grande partie de mon radar est débarquée.